Alors, voilà l'agenda. Donc, nous allons faire une présentation de l'association, du COLEAD ainsi que du département information sur les marchés. Ça durera environ une dizaine de minutes. Puis, il y aura une présentation donc, de l'étude sectorielle de la mangue qui sera faite par Alexandra Wolflard, qui sera en plusieurs parties. Vous le verrez, on aura cette sur les différents secteurs donc de la transformation de la mangue. Puis il y aura un aspect sur les opportunités que présente l'utilisation, donc la transformation de la mangue, les opportunités d'affaires et comment on peut traiter les déchets de mangue et ce qu'on peut faire pour les valoriser. Et puis il y aura la session de questions-réponses. Très bien, donc on va passer à la première description, la première présentation. Ah oui, important. Nous, nous souhaitons qu'à l'issue de ce webinaire, ben, vous en saurez un peu plus sur qui nous sommes, ce que nous faisons, donc tant en association que département. Ensuite, que vous connaîtrez mieux cette étude sectorielle de la mangue. D'ailleurs, on vous invitera à aller la consulter lorsqu'elle sera publiée pour aller plus dans le détail et prendre le temps de la détailler. Et puis, vous aurez également, nous espérons que vous aurez une meilleure idée des opportunités qui vous seront proposées sur des opportunités de marché et sur également les ingrédients, les facteurs de succès dans le cadre de la création ou le développement de votre entreprise. Alors, le COLEAD, pour ceux qui ne connaissent pas, est une association loi 1901. Donc, c'est une association professionnelle à but non lucratif. Elle existe depuis 50 ans maintenant. Elle s'appelait jusqu'à l'année dernière le COLEACP. Elle offre un réseau d'entreprises et d'organisations professionnelles et d'experts qui sont engagés en faveur d'une agriculture inclusive et durable. C'est une boîte à outils également qui conçoit, gère et met en œuvre des programmes de développement. Elle propose des outils de l'expertise, on les verra, ces différents outils, des renforcements de capacités dans le secteur agroalimentaire à destination des micro, petites et moyennes entreprises. La vision de l'association, c'est de faire grandir les individus en soutenant des générations d'acteurs dans un nouveau modèle agroalimentaire mondial. Et notre mission est de faciliter et de mettre en œuvre des activités via différents programmes qui, directement ou indirectement, augmentent la contribution des secteurs horticoles à la réalisation des objectifs de développement durable. Alors, nos actions visent notamment à permettre aux petits exploitants, aux groupes et organisations d'agriculteurs et aux micro, petites et moyennes entreprises d'accéder à des marchés nationaux, régionaux et internationaux en se conformant aux questions sanitaires et phytosanitaires, aux exigences de marché dans un cadre durable. Tout ceci se fait en lien entre les secteurs publics et secteurs privés. Nous sommes actifs dans plus de 50 pays qui sont situés en Afrique subsaharienne, dans la Caraïbe, le Pacifique, dans le secteur des fruits et légumes frais et depuis peu dans beaucoup plus de pays, notamment à travers notre programme Agrinfo, puisque nous couvrons 143 pays et dans des secteurs de l'agroalimentaire autres que les fruits et légumes, puisque nous couvrons également l'élevage et la pêche. Voilà, si vous souhaitez plus d'informations, nous vous invitons à lire plus attentivement donc, cette diapositive ultérieurement ou d'aller sur notre site internet. Alors, le COLEAD offre un centre de ressources qui On a perdu Denis, mais habituellement, il revient assez rapidement. Donc, j'espère que vous m'entendez. ouais, c'est revenu, Denis, tu peux Ok, continuer. merci. Excusez-moi, il peut y avoir des coupures. L'Internet ici n'est pas toujours très stable. Voilà. Donc, elles sont en accès libre. D'autres sont à la demande et d'autres sont réservées aux membres et bénéficiaires des programmes du COLEAD. Notamment celle, par exemple, sur l'outil d'auto-évaluation, où là,
c'est effectivement lors de demande de protocole que nous mettons en place cet outil d'évaluation avec les entreprises. Cette diapositive, vous y trouverez sur cette diapositive, pardon, vous y trouverez des liens qui vous permettra d'aller directement sur les différents rubriques. Par exemple, là, la bibliothèque digitale, vous y trouverez donc un ensemble de documents, dont les nôtres du département information et voilà, information des marchés. Vous y trouvez des statistiques aussi. Donc voilà, cette plateforme, et on vous expliquera tout à l'heure comment elle est réalisée. Vous y trouverez également comment dirais-je, des éléments sur la formation avec une plateforme d'auto-apprentissage qui vous permet donc là, sans demande de protocole, de pouvoir évaluer sur des thèmes de différents thèmes, évaluer vos connaissances. Et puis, il y a des formations collectives et individuelles là qui sont faites dans le cadre des demandes de protocole et de nos programmes. Sur les aspects réglementaires, là, nous avons la plateforme Agrafo, notre programme qui met en avant et explique les nouvelles réglementations de l'Union européenne et des impacts sur les filières. Cette plateforme est à votre disposition et vous pouvez y poser toutes les questions. Et nous essayons de rendre ces réglementations explicites, intelligibles, je dirais, en les résumant et vous permettant et en mettant en avant les points clés. Vous avez également accès à une base de données sur des bonnes pratiques agricoles. Donc l'auto-évaluation, j'en ai parlé. Cet outil d'auto-évaluation qui est non seulement pour les entreprises, mais également, nous les mettons pour les autorités compétentes sur tous les aspects sanitaires et phytosanitaires. Vous pouvez également accéder à toutes les actualités du COLEAD et puis, bien évidemment, accéder à notre réseau en devenant membre et de pouvoir donc participer à la vie de l'association. Et votre expérience et expertise nous est précieuse puisque cela contribue à rendre plus forte notre organisation et de pouvoir atteindre de manière plus pertinente les objectifs de développement durable. La prochaine slide. Alors, le COLEAD et ses actions sont donc, nous intervenons de manière un petit peu holistique, à une approche holistique dans le développement de ces programmes, et notamment le programme Fit for Market, qui repose sur trois piliers. Vous avez le département analyse, enfin, vous avez les piliers faciliter l'accès au marché, dans lequel le département information sur les marchés est intégré, mais également nos collègues du département recherche et innovation et également sur les aspects réglementation et normes qui permet donc aux entreprises de pouvoir se prémunir, de s'armer pour accéder au marché. Mais pour pouvoir aussi être prêt à aller sur ces marchés, nous renforçons les entreprises, donc c'est le renforcement de la chaîne de valeur avec le département assistance technique, donc qui accompagne les entreprises, et c'est ce que je disais tout à l'heure, sous la forme de demande de protocole en analysant les besoins et en apportant tous les outils, les éléments dont elle a besoin, dont les entreprises ont besoin. Et la cellule formation est là pour les épauler et pour renforcer les capacités de ces entreprises. Et puis, en troisième pilier, nous avons le renforcement de l'impact des actions que nous menons à travers le réseau et Alliance qui identifie donc les meilleures pratiques, et il y a deux webinaires auxquels vous avez déjà assisté que nous faisons en coopération avec l'APAFO, donc l'organisation panafricaine des producteurs, et donc pour l'Afrique, et l'IICA pour la Caraïbe, où mettons en avant des entreprises dans leur bonne pratique. Et puis, nous développons également des relations, des alliances avec d'autres programmes ou d'autres institutions pour justement renforcer nos actions dans les filières. Et puis, vous avez un accès au financement qui est extrêmement important puisqu'une entreprise, pour se développer, elle a besoin d'investir. Et donc, nous accompagnons également les entreprises dans ce domaine. Alors, le département
la prochaine slide. Merci. Le département, donc, information des marchés. Donc, c'est un département où nous utilisons un réseau d'experts, d'experts externes et indépendants, mais aussi de l'expertise de nos membres. Nous collectons donc un ensemble de données, nous croisons entre elles donc ces données pour les stocker sur une plateforme dédiée qui va nous permettre de créer donc des tableaux interactifs statistiques qui sont disponibles, hein, donc notamment donc sur la plateforme statistique et qui permet de pouvoir suivre les évolutions du commerce et des échanges entre les pays ACP et l'Union européenne, mais également des pays ACP vers le monde et également d'autres zones du monde entre elles. Donc, nous suivons aussi l'actualité du secteur agroalimentaire et partageons cette information et les analyses collectées, les analyses que nous faisons, collectées lors de salons professionnels, mais aussi via les réseaux sociaux. Et c'est grâce à ces collectes d'informations et analyses, nous réalisons donc des publications et rapports, dont celles que nous allons vous présenter aujourd'hui et qui sont disponibles sur l'e-bibliothèque, donc la bibliothèque digitale du Coléadé. Et puis, tous ces éléments, nous les transformons, donc toutes ces données et analyses, nous les transformons en actions, puisque grâce à cela, nous pouvons accompagner les entreprises dans leur développement, notamment lors des salons professionnels, où nous aidons les entreprises à rencontrer leurs futurs acheteurs ou avoir une meilleure visibilité de ces marchés. Voilà, donc la slide suivante vous montre un petit peu plus dans le détail voilà, ce que nous faisons. Voilà, les types, comment sur la base de données nous collectons, enfin, pourquoi nous les collectons, les thèmes que nous couvrons, ils sont très larges et qui couvrent l'ensemble des thématiques du commerce, production, mais nous mettons aussi en avant donc ces tableaux statistiques et les interceptions, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais qui vous permet de savoir un petit peu où se situe au niveau des respects des normes phytosanitaires, les différentes origines et les problématiques qu'ils peuvent avoir par rapport aux nuisibles ou au LMR. Voilà. Et puis, dernier point, le suivi des actualités, c'était intéressant de voir où nous collectons nos différentes données. Donc, nous utilisons des sources diverses et donc elles sont mentionnées sur cette slide. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Alexandra Wolfart qui va vous présenter l'étude sectorielle de la banque. Ok, merci beaucoup Denis pour cette introduction. Bonjour tout le monde, je m'appelle Alexandra, je suis aussi du département information sur les marchés. Et donc, je vais vous présenter le sujet principal de notre webinaire d'aujourd'hui, qui est l'amande transformée. Donc, un peu de contexte. On a fait ce qu'on a appelé une étude sectorielle, une étude de secteur où en fait on a étudié euh, neuf sujets, 9 produits de mangue, un peu plus en détail. Donc, vous pouvez voir sur le slide ici qu'on a étudié ces 9 produits. On a 6 produits qu'on a étudiés qui sont considérés comme des produits alimentaires. Et puis, 3 produits qui sont faits à partir de déchets de mangue. Donc, c'est comme ça qu'on les a catégorisés. Donc, en fait, l'étude, c'est un ensemble de chapitres, un ensemble de ces 9 chapitres. Tous ensemble forment l'étude sectorielle. Et vous pouvez trouver tous ces chapitres sur la bibliothèque en ligne du COLID. Le lien est ici, il vous sera partagé aussi après la présentation. Et oui, comme Denis l'a mentionné plus tôt. Donc, pour chacun de ces chapitres, en fait, l'idée, c'était d'évaluer, OK, est-ce qu'il y a des opportunités pour ces différents produits? Et donc, on a essayé pour évaluer les opportunités, qu'est-ce qu'on a fait? On a voulu répondre aux 3 questions qui sont ici sur ce slide. C'est-à-dire, à chaque fois, est-ce qu'il y a une opportunité pour ce produit? Si oui, ben, quel produit? Sur quel marché? Et avec quelle technologie? Donc, dans chacun des chapitres, pour répondre à ces questions, on a dû regarder aux différents sujets qui sont ici sur le slide, c'est-à-dire la demande du marché, des questions sur l'approvisionnement,
On a pu, grâce à ça, identifier des ingrédients de succès. Et quand c'était pertinent, on a fait une analyse économique plus détaillée et un résumé aussi. Il y a toujours un résumé des enjeux et opportunités. Donc, chaque fois, on s'est un peu demandé, OK, est-ce qu'il y a une opportunité sur ce marché? Si oui, ben, c'est laquelle? C'est pour quel produit? C'est de quelle taille? Et puis, quelle est la compétition? Qui seraient les clients viables? Comment les atteindre? Quelle est la technologie qui est requise pour réussir à atteindre cette opportunité? Ensuite, on a eu les ingrédients de succès. Donc, on a essayé de développer, en fait, pour répondre, enfin, pour utiliser cette opportunité. Quels sont les ingrédients de succès? Qu'est-ce que vous devez maîtriser pour réussir à transformer cette opportunité en réalité? Quels sont les points de surveillance? Quels sont les points d'attention, etc. Et donc, chacun des chapitres qu'on a fait couvre énormément de domaines différents. Donc, vous pouvez voir ici sur le slide tous les différents sujets qui sont abordés. Donc, ça veut dire aussi que si vous voulez plus d'informations sur un des produits dont je vais parler aujourd'hui, ben, je vous suggère d'aller lire le chapitre sur ce produit ou bien le point qui vous intéresse. Vous voyez ici sur ce slide tout ce que vous pouvez, enfin tous les sujets qui sont mentionnés. Donc, c'est assez large. Grâce à cette analyse, on a pu découvrir 17 insights qu'on va vous partager aujourd'hui. Donc, c'est 17 faits, 17 informations, 17 faits qu'on veut partager avec vous aujourd'hui et qu'on a pu découvrir grâce à l'analyse de ces 9 produits dans l'étude de secteur de la mangue transformée. Alors évidemment, il y en a bien plus dans l'étude, donc je vous invite encore une fois à aller voir par vous-même. Ok, donc on va commencer directement par les opportunités qui existent pour les produits alimentaires. Donc si vous vous rappelez au début, j'ai mis 6 produits alimentaires et 3 produits issus des déchets de mangue. Donc on va commencer par les produits alimentaires. Donc, les produits alimentaires qu'on a analysés, c'est les 6 que vous voyez ici. La mangue séchée, qui est un encas, un snack. La purée de mangue, qui est utilisée dans des jus, dans des yaourts, dans des desserts, etc. La mangue surgelée, qui peut être utilisée particulièrement dans la restauration, qui peut être utilisée dans les produits plus haut de gamme, qui peut être utilisée dans des yaourts, dans des salades de fruits, ce genre de choses. On a ensuite la fraîche découpe, qui est d'un produit un peu de qualité supérieure, qui est aussi un snack. Ensuite, on a les pickles de mangue, qui est un condiment, et le vinaigre de mangue utilisé dans les salades, les marinades, etc. Alors, si vous vous demandez peut-être si les pickles de mangue et le vinaigre de mangue, est-ce que ce serait pas fait à base de déchets de mangue? Pourquoi est-ce que c'est dans cette catégorie-ci, en fait? Et si vous vous posez cette question, vous n'êtes pas le seul. Et ça nous amène à notre premier insight, qui est qu'en fait, non, les pickles de mangue et le vinaigre de mangue ne sont pas faits à partir de déchets. En fait, le pickles de mangue est fabriqué à partir de mangue immature, pauvre en fibres, comme la Kent. Comme ça, le pickle est moins caoutchouteux. Mais ça veut dire aussi qu'en choisissant de récolter la mangue plus tôt, pour qu'elle soit moins fibreuse, ça entraîne un coût d'opportunité, puisque il n'est plus possible, enfin, il n'est pas possible de récolter des mangues pour les utiliser comme mangue fraîche, ou faire de la pulpe de mangue, ou faire des produits surgelés, etc. Alors, concernant le vinaigre, il peut être fabriqué à partir de mangue, c'est possible. Mais en fait, quand on a fait l'analyse économique, on s'est rendu compte que c'est beaucoup plus probable que le vinaigre de mangue soit fait en fait à base d'un vinaigre plus bon marché, comme le vinaigre de pomme ou le vinaigre de raisin, qui est après aromatisé en ajoutant de la purée de mangue pour donner le goût d'un mangue. Donc au final, c'est rarement du vinaigre fait à base de mangue qu'on va voir dans les magasins. Alors, ensuite, pour pouvoir comprendre le marché, les opportunités, on a regardé les tendances de marché, les tendances des consommateurs. Qu'est-ce qui peut pousser la demande pour un de ces produits de mangue vers le haut ou vers le bas? Et donc ça nous a amené à l'insight numéro 2, 3 et 4 que vous voyez ici sur le slide. Premièrement, la recherche d'aliments exotiques sains est un moteur de croissance. Les consommateurs européens recherchent des saveurs saines, des saveurs exotiques, comme la mangue. Et ça explique aussi la croissance à long terme pour ce genre d'arôme.
Alors, plus la mangue est fraîche, mieux c'est. Parce que les consommateurs cherchent des produits sains, donc ils veulent des produits le plus frais possible, les plus naturels possible. Ça veut dire quoi pour les différents produits qu'on a analysés? Ça veut dire que pour la mangue séchée, elle doit ressembler à la vraie mangue, avoir la même couleur, la même saveur, la même odeur. Pour la mangue surgelée, ça veut dire aussi qu'elle doit ressembler à la mangue fraîche, elle doit avoir la même qualité, la même couleur. Et pour la purée de mangue, ben, ça veut dire que le fait que les gens veulent du naturel, veulent du frais, ils veulent de moins en moins des jus à base de concentré. Donc, vouloir faire des jus à base de purée, par exemple, ben, ça peut présenter une bonne opportunité. Alors, deuxième insight qu'on voit ici, donc là, c'est la baisse du revenu disponible ralentit la croissance. Effectivement, c'est la réalité de beaucoup de consommateurs, la baisse du revenu disponible. Les produits de luxe, en fait, en pâtissent et sont plus achetés aussi régulièrement. Donc, les encas haut de gamme, comme la mangue séchée, les smoothies, et les jus frais, etc., faits à base de purée ou de mangue surgelée, ben, pour ces produits-là, c'est très important d'avoir des prix toujours abordables. C'est ce qui va jouer, en fait, plus pour le consommateur à cause de la baisse du revenu disponible. Le dernier insight ici, c'est que on voit que pour ben, la mangue et d'autres produits, ben, certaines choses qui étaient peut-être tolérées avant ne le sont plus et les restrictions sont de plus en plus strictes, on le sait bien. Et en fait, la sécurité alimentaire, c'est devenu vraiment un fondement du commerce. Ça, c'est quelque chose d'important. Et le développement durable et la durabilité est de plus en plus importante et peut permettre de se différencier face à d'autres producteurs. Alors, voilà, maintenant qu'on a un peu une idée des tendances du marché, etc., ben, on peut voir quelles sont les opportunités qu'on a pu découvrir pour ces différents produits. Alors, pour la mangue séchée, l'opportunité qu'on a pu identifier, c'est qu'en fait, euh, si on est capable d'approvisionner régionalement, de remplir un calendrier annuel, ben, c'est un gros bonus. Si on sait faire ça, on a déjà un gros avantage. Et ça devient de plus en plus important. Et si on a un petit producteur, c'est l'occasion de travailler avec un exportateur qui veut remplir son conteneur parce qu'ils veulent de plus en plus, bah, ils veulent remplir leur conteneur à fond et être capable de fournir des produits toute l'année. En ce qui concerne la purée de mangue, bah, comme je l'ai dit juste avant, on sait que maintenant le NFC, le Not From Concentrate ou le pas à base de concentré, sont en tendance, sont en croissance. Donc ça peut être une opportunité pour la purée. Il faut faire attention parce que c'est un marché concurrentiel. On est en compétition avec de grands producteurs et des exportateurs qui peuvent proposer de la purée plus low cost. C'est aussi intéressant de noter qu'au niveau régional, il y a beaucoup d'embouteilleurs qui utilisent des concentrés, mais qui les achètent à des fournisseurs mondiaux. Donc, ça peut peut-être être l'opportunité de proposer une alternative qui serait à base de purée et non à base de concentré qui viennent de loin. En ce qui concerne la fraîche des courbes, ben, c'est quelque chose qui est toujours en demande, en particulier pour le frais aérien, pour que ce soit le plus frais possible. Et pour le surgelé, ben, c'est pareil, la demande, elle est là. Si on sait fournir une mangue surgelée de haute qualité et qu'on maîtrise les réalités opérationnelles qui sont très demandantes, ben, il y a vraiment une demande pour ce genre de produits, et en particulier dans la restauration. Alors, maintenant qu'on sait les opportunités et un petit peu les différentes tendances, ben, il y a quelques ingrédients de succès qu'il faut connaître, qu'il faut être conscient pour avancer dans ce genre de business. C'est là que je vais continuer avec mes insights. Donc, mon insight numéro 4 concerne la mangue séchée. Donc, quels sont les ingrédients de succès pour la mangue séchée? Alors, ce qu'on a noté, c'est qu'il faut être conscient, en fait, que c'est étonnamment assez technique. Parce qu'il y a un ralentissement de la croissance du marché des mangues séchées à l'air. On utilise de plus en plus de séchoirs qui sont plus techniques, qui augmentent aussi les coûts. Et il y a de plus en plus de fournisseurs différents chaque année. Donc, ça veut dire plus de choix pour les acheteurs et donc ils sont de plus en plus exigeants aussi. Ils peuvent se le permettre. C'est évidemment très important d'avoir une qualité, une fiabilité, une sécurité alimentaire qui sont très élevées. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ben, ça veut dire qu'il faut avoir une usine très professionnelle, il faut s'assurer de la qualité de ses produits, maîtriser les compétences techniques, les sources d'approvisionnement, comme j'ai dit, pour envoyer des conteneurs complets, remplis, et toute l'année. Il faut être capable aussi
Donc, de voir qu'est-ce qu'on peut faire le reste de l'année. Qu'est-ce qu'on peut offrir de plus? Qu'est-ce qu'on peut offrir d'autre? Est-ce qu'on peut se diversifier, proposer d'autres légumes, d'autres fruits, des piments, etc. Euh, donc, encore une fois, l'idée, c'est ici, ça peut être de devenir un fournisseur des grands exportateurs de la région pour remplir leurs conteneurs. OK. Alors, le produit suivant, la mangue surgelée. Non, la purée de mangue, pardon. La purée de mangue. Premier insight très important à retenir pour celle-ci, c'est que vous êtes soit un embouteilleur, soit un fabricant de purée de mangue. C'est très important parce que c'est pas du tout les mêmes métiers. En fait, l'embouteillage, c'est une question de marque, c'est une question de distribution. Donc, les embouteilleurs, en fait, ils sont en concurrence avec Coca-Cola, avec les eaux, etc. Donc, il faut avoir une distribution, un marketing absolument excellent. Donc, c'est vraiment deux choses différentes, il faut retenir. Embouteilleur, fabricant de purée de mangue, c'est deux métiers différents. Alors ensuite, il faut savoir que pour la purée de mangue, ben, le marché de la purée est aujourd'hui assez mûr, assez mature. L'approvisionnement peut provenir d'Amérique du Sud, d'Asie du Sud-Est, d'Afrique. Et comme il y a une grande offre, il y a beaucoup de producteurs, beaucoup de fournisseurs, ben, les acheteurs peuvent aussi être assez exigeants. C'est aussi pourquoi, au fur et à mesure des années, la certification HACCP est devenue une exigence de base, standard. Euh, et ben, face à ce nombre, comment dire, ce large éventail de concurrence, c'est important d'arriver à se différencier, à trouver des occasions de se différencier. Qu'est-ce que vous allez offrir de différent pour attirer les acheteurs? Alors, heureusement, ce qui est bien avec le marché du jus, c'est qu'il est axé sur la nouveauté. Donc, on a la possibilité, en fait, de proposer des nouvelles choses, de proposer d'autres informations de BRICS, de nouvelles variétés, une fenêtre spécifique dans le calendrier. On peut parler des bienfaits pour la santé du fruit, le nombre d'heures d'ensoleillement qui ont permis à chaque fruit de mûrir. Ce genre d'information, en fait, peut convaincre et aider à attirer des acheteurs. Évidemment, une chose est sûre, c'est que, il est beaucoup plus facile de percer quand on a un partenaire stratégique avec lequel on peut travailler. Parce qu'alors, on a une meilleure idée du marché et de ce que les fabricants de produits alimentaires recherchent exactement. Et ça peut faire toute la différence pour développer des produits convaincants. OK, pour mon produit suivant, qui est la mangue surgelée, la chose la plus importante à savoir, c'est que les coûts de démarrage sont extrêmement élevés. Donc, vous le voyez ici sur le slide, on est sur 1,1 million d'euros pour une ligne en Chine et 1,6 million d'euros pour une ligne dans l'Union européenne. Et comme ces coûts d'investissement sont extrêmement élevés, ça veut dire aussi qu'il faut opérer à très grande échelle, sinon ça ne marche pas, pour pouvoir rentabiliser l'investissement. Le deuxième problème lié à cette technologie, c'est qu'on ne peut pas faire un stop-start. On ne peut pas arrêter, redémarrer, parce qu'après, ça demande à chaque fois un nettoyage de fond en comble qui peut, à terme, impacter la rentabilité. Donc, on va vouloir tourner à capacité maximum 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout au long de l'année, pour que la ligne soit rentabilisée. Donc, c'est vraiment à très, très grande échelle. Donc, si ça, c'est le cas, ben, la combinaison de ces deux éléments nous dit comment est-ce qu'on va maintenir l'équipement opérationnel en saison? Est-ce qu'on a suffisamment de mangue pour faire fonctionner le matériel au maximum des capacités? Quand on est hors saison, quels autres produits est-ce qu'on va congeler? Des légumes, des fruits, des snacks, des bonbons. En fait, les snacks et les bonbons, c'est des choses, c'est assez courant de voir beaucoup d'innovations en termes de surgelé, parce que toutes les grandes entreprises de surgelé, elles cherchent aussi à fonctionner au maximum de leur capacité. Donc, elles vont innover pour essayer de trouver des nouvelles idées, des nouvelles choses à faire tourner dans leur ligne. Alors, je vais passer maintenant à mon dernier produit au niveau des produits alimentaires. Et donc, quels sont les ingrédients de succès, les choses à savoir dont il faut être conscient pour ce produit. Alors, le marché de la fraîche découpe, il est très prometteur. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de demandes. Mais c'est aussi important de savoir que pour réussir dans cette opportunité-ci, il faut maîtriser l'opérationnel. En fait, la société qui va fournir des mangues coupées, fraîchement coupées,
ça va être comment dire, ça va devenir une extension du détaillant. C'est des produits du détaillant, en fait. Donc, on travaille avec des packaging du détaillant. On est une partie de leur chaîne d'approvisionnement. Et tout ça, ça vient avec de grosses responsabilités. Parce que comme le détaillant ne veut pas travailler avec beaucoup de fournisseurs différents, en particulier pour un produit aussi périssable que la mangue, bah, vous n'aurez pas une fenêtre d'approvisionnement de 2 mois, mais vous devrez en fait être responsable de l'approvisionnement toute l'année. Et donc à ce moment-là, on devient, c'est un travail de coordination de l'approvisionnement tout au long de l'année, évidemment en assurant un produit frais, de qualité, sécurité alimentaire, fiabilité, etc. Et il faut maîtriser l'approvisionnement régional et international et voir aussi pour d'autres fruits qu'on peut offrir en hors saison, etc. Donc, ça, c'est l'insight 10 et 11. Et pour le 12, bah, évidemment, comme on est une extension du détaillant, en fait, on doit avoir une gestion de la clientèle et des comptes excellentes. On doit avoir du personnel qui va être proche du détaillant parce qu'on veut construire une relation, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment on peut construire sa relation et devenir une part cruciale du détaillant pour la fraîche découpe? Donc ça clôture les insights, les 12 insights pour les produits alimentaires de mangue. Donc je vais passer à la deuxième partie qui est sur les opportunités de traitement des déchets de mangue. Donc si vous vous rappelez, au début, on avait 6 produits qui sont des produits alimentaires et puis 3 produits qui sont des produits issus des déchets de mangue. Alors avant de continuer, je vais vous proposer de vous poser cette question. Quelle quantité de déchets est générée chaque année par les exportations de mangue séchée? Donc, prenez quelques secondes pour y réfléchir. Réfléchissez dans votre tête, imaginez-vous un chiffre ou écrivez-le sur une feuille. À votre avis, quelle est la quantité de déchets qui est générée chaque année par les exportations de mangue séchée? Ok, alors je vais vous donner la réponse. Euh, donc, en fait, chaque année, pas chaque année, en 2022, il y avait 5000 tonnes de mangue séchée qui ont été exportées de l'Afrique vers l'Union européenne. Pour faire ces 5000 tonnes, on a eu besoin de 75 000 tonnes de mangue fraîche. Et de ces 75 000 tonnes de mangue fraîche, 37 500 tonnes sont en fait des déchets, deviennent des déchets. Ça compte les noyaux, la peau, les parties de mangue qu'on ne veut pas utiliser, etc. C'est quand même la moitié. Donc, sachant ça, qu'est-ce qu'on en fait de ces déchets? Est-ce qu'on peut les valoriser d'une certaine façon, leur amener une plus-value? Alors, avant de continuer, je voulais aussi rappeler que les entreprises de transformation des fruits, si elles sont efficaces, elles sont circulaires naturellement parce qu'elles vont utiliser toutes les catégories de fruits. Par exemple, dans le cas de la mangue, les fruits de catégorie A vont être destinés à l'exportation. Ceux qui sont de meilleure qualité, ils vont être vendus frais ou à la fraîche découpe. Ceux de catégorie B vont être transformés, séchés. Ceux de catégorie C peuvent être utilisés pour faire de la purée de mangue, par exemple. Donc, c'est déjà une sorte d'utilisation des déchets, en somme. Et évidemment, le plus efficacement on peut connecter les différents producteurs et transformateurs, le mieux c'est. Donc, les trois produits qu'on a étudiés dans notre analyse, c'est le compost, les briquettes de mangue et le beurre de mangue. Alors, comme pour les produits alimentaires, on a commencé par faire une analyse des tendances de marché et voir qu'est-ce qu'on peut en tirer. En fait, on s'est rendu compte que il est très probable qu'il y ait une demande pour ce genre de produit parce que il n'y a pas de, il n'y a pas vraiment de tendance qui impacterait négativement euh, ce genre de produit, en tout cas en termes d'utilisation et de consommation. Alors, par exemple, on a dans ce qui pousse vers le fait qu'on pense qu'il y a de la demande pour ce genre de produit, c'est que avec l'agriculture biologique, on essaye d'utiliser on veut des produits inorganiques, donc plutôt on veut des produits organiques, pardon, et on veut éviter les produits inorganiques. On s'intéresse de plus en plus à la santé des sols. Il y a aussi la pauvreté énergétique, l'utilisation d'huile végétale dans les produits cosmétiques, qui est de plus en plus présente. Donc, toutes ces choses-là nous montrent que, en fait, la demande existe. Alors, OK, on sait que la demande existe, mais de nouveau, il y a peut-être quelques ingrédients de succès qu'on peut connaître pour pouvoir transformer ces opportunités en réalité.
Alors, pour le compost, euh, il faut savoir que pour le compost de mangue, ça nécessite des techniques aérobes, donc en surface. Pourquoi? Parce que la décomposition de la mangue crée de l'acide, ce qui n'est pas bon pour les sols, enfin pour la fertilisation des sols. Donc, c'est mieux d'utiliser des composts comme ici sur la photo plutôt que des fosses. Deuxième chose à savoir sur le compost, c'est que en fait, le compost, c'est facile à faire. Mais par contre, un bon compost, ça va nécessiter une excellente technique et des recettes équilibrées. Il faut choisir les bons ingrédients pour créer un compost équilibré, suffisamment riche, pour réduire aussi la dépendance à l'égard des engrais inorganiques. Des recettes équilibrées comme ça, vous pouvez en trouver notamment dans les rapports, enfin dans le chapitre sur le compost qui est dans notre étude, si jamais ça vous intéresse. Alors, si jamais vous voulez lancer une entreprise de compostage, ben, il faut réfléchir à la manière dont l'entreprise pourrait fonctionner toute l'année parce que ben, une fois qu'on n'est plus dans la saison mangue, qu'est-ce qu'on utilise d'autre pour faire le compost? Est-ce qu'on utilisera des balles de riz, de fumier, des coquilles de noix de cajou, etc. Après, ça n'empêche d'utiliser le compost de mangue pour ses propres plantations. Après. Concernant les briquettes, oui, il existe une demande de briquettes et des modèles opérationnels de petites entreprises qui produisent des briquettes de mangue. Mais pour développer cette activité, il faut réfléchir en fait à la façon dont on va sécher les noyaux, euh, puisque ben, le séchage au soleil pourrait être difficile vu que c'est toujours en saison des pluies. Par contre, utiliser des séchoirs ben, enfin, risque d'être plus coûteuse en termes d'énergie et donc plus suffisamment rentable pour fabriquer des briquettes en grande quantité. Donc, quand on fait l'étude, une analyse de rentabilité en fait pour les briquettes, si on veut en faire un business, là, on se rend compte qu'il serait peut-être préférable de produire du compost parce qu'on utilise alors moins de terre, on produit beaucoup, on n'a pas besoin de soleil. C'est un peu les conclusions. Après, de nouveau, ça n'empêche pas d'en fabriquer pour sa consommation familiale ou locale. Et là, le dernier produit dont je vais parler aujourd'hui, c'est le beurre de mangue. C'est voilà, le beurre de mangue, c'est quelque chose qui est à la grande mode parce que la tendance des huiles naturelles suscite un grand intérêt dans l'industrie cosmétique. C'est aussi une industrie qui est très axée sur les tendances. Mais le problème des tendances, c'est que ce qui est à la mode cette année peut ne plus l'être l'année suivante. Donc la question à se poser, c'est est-ce que c'est une mode? On ne sait pas encore en fait si le beurre de mangue deviendra un ingrédient qui va rester un ingrédient de base pour les années suivantes dans le cosmétique. C'est quelque chose qu'on ne peut pas déterminer. Donc baser une stratégie d'une entreprise là-dessus peut être un peu risqué. Par contre, se dire que, enfin, c'est peut-être ce serait peut-être mieux d'envisager de créer une entreprise d'huile qui fournit du beurre de mangue plutôt qu'une entreprise de beurre de mangue. Et puis, dernier insight, c'est que comme pour les briquettes, il faut se poser la même question au niveau du séchage séchage des noyaux et quelle quantité de noyaux il faut en fait pour obtenir une quantité suffisante, satisfaisante d'huile. Puisque le noyau est assez petit, il est assez léger une fois qu'il est séché, et il n'y a qu'une seule partie de ce noyau séché qui est de l'huile au final. Donc combien de noyaux il faudrait pour extraire 100 kg de beurre de mangue? Donc voilà, ça c'est un peu les 17 insights qu'on a pu analyser dans notre étude. Alors évidemment, on ne s'est pas rentré dans tous les détails en une demi-heure de présentation, donc je vous invite encore très fortement à aller voir ces études-là sur la bibliothèque du Collier s'il y a des sujets plus spécifiques qui vous intéressent, aussi à nous poser des questions. Donc je vais rendre la parole maintenant à Denis pour la session de questions-réponses. Je sais qu'il est déjà 46, donc je suis désolée, on a un petit peu dépassé le temps, on va juste prendre quelques minutes pour cette session de questions-réponses. Mais surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, parce que tout ce qu'on ne va pas répondre aujourd'hui, on le fera on répondra quand on vous enverra l'email avec l'enregistrement de cette présentation ainsi que les slides. Donc, posez vos questions et on y répondra de toute façon à ce moment-là si on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui. Donc, voilà, Denis, je te rends la parole. Oui, merci beaucoup, Alexandra. Merci pour cette très intéressante présentation.
Alors, nous vous invitons à donc poser vos questions. Nous sommes prêts à y répondre dans la mesure du possible. Je sais qu'il y a des questions qui ont été déjà envoyées lors de l'inscription. Je pense qu'il y a peut-être déjà des réponses à ces questions que vous avez posées, par exemple les facteurs clés de succès pour accompagner ces entreprises. Alors, pour accompagner les entreprises qui exportent des mangues transformées, donc les facteurs, je dirais les ingrédients de succès, ils ont été donnés durant cette présentation pour les différents produits. Alors, l'autre, je dirais, clé, c'est aussi de vous rapprocher du Collet AD et proposer vos différents besoins. Alors, on peut regarder en fonction du différent stade où vous êtes. Est-ce que c'est des besoins technologiques? Est-ce que c'est des besoins d'accès au marché? Il y a des formations. Sur le marché des équipements de la transformation, il nous a été posé donc les équipements de transformation, ça c'est un point important. Vous y trouverez dans les études donc des éléments de réponse. Il y a quelques équipements qui sont proposés, mais là aussi, vous pouvez toujours nous contacter, on pourra vous répondre par la suite. Parce que ce sont des éléments voilà, c'est ça en fonction de la taille de l'entreprise, de la taille de la production. Donc il faut aussi, je dirais, proportionner en fonction de vos besoins. Et puis, bien sûr, il y a une question concernant la conservation. Alors ça fait partie, je dirais, d'un ensemble, que ce soit pour les mangues fraîches ou pour les mangues transformées. Ben, la problématique de la conservation des produits avant commercialisation. Là aussi, chambre froide, la surgélation, ça a été mentionné par Alexandra, il faut des investissements énormes. Et donc, bien évidemment, ce sont des températures négatives. Et là, la chaîne de froid, elle ne peut pas être interrompue. Donc, quand on sait que dans certaines origines, le problème de l'approvisionnement d'électricité en continu est une problématique. Mais il y a des solutions hein, qui sont proposées par des sociétés africaines hein, de conservation avec des systèmes de panneaux solaires, etc. Alors, pas forcément pour du surgelé, mais en attente, je dirais, entre le moment où on les produit et le moment où on les exporte. Là, vous pouvez toujours nous contacter, on pourra vous mettre en relation avec ces structures. Et puis, les mesures de sécurité sanitaire qui nous ont été proposées. Donc, ce qui a été mentionné, c'est le HACCP qui est je dirais, une certification qui est minimale à avoir, mais il y en a d'autres qui sont liées, bien sûr, à la transformation. Et ça, on pourra vous y répondre plus précisément si, en nous appelant ou en nous contactant plutôt par email. Voilà, est-ce que je regarde dans le chat, est-ce qu'il y a d'autres questions qui ont été Non, je crois qu'on posées? peut passer à la clôture Voilà. du webinaire. Bon, de toute façon, à l'issue de ce séminaire, la liaison avec nous, avec notre département, n'est pas coupée, si je puis dire, interrompue. Bien au contraire, hein, encore une fois, nous vous remercions d'avoir accepté de participer à cette session. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer vos questions et on y répondra. Ce qu'on essaiera de faire, c'est lorsque nous enverrons les liens pour l'enregistrement ainsi que la présentation, nous mettrons une slide où nous répondrons donc à vos questions afin que tout le monde puisse en profiter. Voilà, donc les prochains webinaires que nous allons organiser, les dates vous sont mentionnées là sur votre écran. La prochaine en français aura lieu donc au mois de novembre et concernera le retour d'expérience que nous avons sur les salons commerciaux internationaux. Donc là, nous vous expliquerons un petit peu comment on approche et on prépare ces salons, quels ont été les résultats et les actions que nous avons menées à l'occasion de ces salons. Donc, ça sera le 29 novembre. Donc, vous pouvez vous y inscrire dès maintenant. Comme vous le voyez, à chaque fois, nous faisons
ces webinaires en deux langues. Donc, pour le même sujet, nous avons un webinaire en anglais et un webinaire en français. Donc, rien ne vous interdit à participer au webinaire en anglais si voilà, vous sentez de pouvoir le suivre et si vous souhaitez poser d'autres questions à cette occasion lors de ces séminaires. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, vous avez donc dans le chat mon adresse email là, qui est mentionnée. Excusez-moi, je ne me suis pas présenté tout à l'heure. Donc, je suis Denis Félicité Zulma. Voilà, certains me connaissent et d'autres ne me connaissent pas. Donc, avec Alexandra Wolfhard et également Koen van der Hagen, qui est notre responsable du département. Voilà, nous étions donc encore une fois heureux de vous avoir et de participer et de partager avec vous cette étude. Et donc, il y en aura d'autres. Donc, soyez attentifs aux actualités du COLEAD. Nous allons communiquer vers vous d'ici quelques temps pour vous présenter ou proposer de nouveaux séminaires sur des thèmes divers et des études que nous aurons réalisées. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Et nous vous souhaitons donc un bel après-midi, une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée. Ça dépend bien sûr du décalage horaire. Et encore une fois, visitez notre site internet. Et encore merci pour votre participation. Bon après-